Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons Pierre Penalba. Vous êtes commandant du service de lutte contre la cybercriminalité de Nice, ou plutôt ancien, oui, si j'ai bien compris. Et Abigail Penalba, enseignante et formatrice. Et tous les deux, vous êtes auteurs de Darknet, le voyage qui fait peur, aux éditions Albin Michel. Bienvenue à vous. Merci. Alors les Penalba, j'allais dire Darknet, ton univers impitoyable. Mais ce que vous montrez dans ce livre, qui est vraiment très intéressant, que je recommande aux auditeurs de Sud Radio, vous avez passé un mois, enfin en fait beaucoup plus, puisque vous mettez Pierre Penalba, la cybercriminalité, c'est votre métier. Et vous avez joué un peu là, vous avez découvert un peu cet univers, vous avez enquêté. Et c'est vrai que ce qui est tout à fait intéressant, c'est tous les domaines de ce Darknet. Mais la question que je vous ai posée à tous les deux, mais qui répond, quelle différence, pourquoi on l'appelle le Darknet, et quelle différence fondamentale avec Internet tout court? Le Darknet, c'est un réseau crypté. Enfin, ce sont des réseaux qui sont chiffrés et cryptés. Entièrement cryptés, oui. Qui permettent de dissimuler l'identité réelle d'une personne et son origine. Par exemple, si je rentre dans le Darknet par l'intermédiaire de Tor, je vais ressortir... Le navigateur. Le fameux navigateur. On va ressortir dans un autre pays, un pays qu'on peut choisir même à l'occasion, et avoir une identité différente et pouvoir ainsi consulter des informations auxquelles on n'aurait pas droit dans son pays. Imaginons, je suis russe, chinois, iranien, j'ai envie d'aller consulter des documents à l'extérieur de mon pays, ça va être difficile. Si je passe par l'intermédiaire de Tor, j'aurai la possibilité d'y aller et d'être invisible pour mon État. Oui, c'est absolument passionnant. On va en reparler tout de suite. Avant, juste Abigail Penalba, qu'est-ce que vous êtes ressorti comment de votre immersion? Lessivé. Lessivé Parce que donc nous sommes mariés, donc je suis l'épouse d'un flic et même d'un cyberflic depuis pas mal d'années. Donc j'avais déjà une notion un peu de ce qu'il pouvait vivre en tant que cyberflic. Et là, je me suis retrouvée confrontée, pour ce qui est de la part criminelle du Darknet, qui n'est qu'une part, on en reparlera probablement, bien sûr, à toute l'abjection de l'humanité auquel est confronté Pierre depuis des années. Ouais, cette espèce d'univers, oui, d'enfer, enfin, c'est un enfer du net, quoi, l'enfer du net. Pour la partie sombre. Ouais. Justement, à propos, en termes, vous parlez de termes, Darknet, Dark Web, à l'origine, Dark, pourquoi parce que c'était des réseaux cachés, cryptés, comme on vous l'a dit. Et puis, peu à peu, l'imaginaire a fait qu'on a vu que le sens de sombre du Darknet. Donc, il y a cette partie sombre et qui est effectivement très sombre, que ce soit en termes de pédocriminalité, de terrorisme, mais il y a aussi, et c'était vraiment le sujet qu'on voulait développer, le Darknet, c'est à la fois l'ombre et la lumière. Et c'est aussi, ça n'est pas manichéen, c'est aussi un accès vers des espaces de liberté, d'expression et d'information. C'est une partie très intéressante de votre livre. On en parle tout de suite après cette petite pause et on prend le temps d'en parler. Oui, restez avec nous pour vous plonger dans l'univers parallèle d'Internet, dans le Darknet. À tout de suite. Et bien sûr, on attend vos appels, vos interrogations pour nos deux experts. 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pierre Penalba, Abigail Penalba, le Darknet, effectivement. Et alors, justement, dissipons un peu un certain nombre de choses et remettons un peu peut-être les pendules à l'heure. Encore une fois, chez nous, en Occident, le Darknet, ça évoque tout de suite les caveaux, la torture, les tueurs à gages, les esclaves sexuels, les snuff movies, où on montre des choses terribles, le terrorisme, évidemment, islamiste ou pas, la drogue, les armes, parce que c'est quand même là-dedans, dans le Darknet. Oui. Les trafics d'armes, les ventes d'armes, etc. Donc faut pas... et puis vous en parlez de tout cela dans votre livre, le cash, enfin comment on fait avec le cash, etc. Mais auparavant, vous dites, attendez, il y a quand même d'autres choses qui sont, du point de vue aussi de la face sombre, mais enfin peut-être moins sombre que j'ai évoqué, c'est l'escroquerie à la carte bancaire, c'est les écumeurs des distributeurs automatiques de billets, et le piratage mail. Qu'est-ce qui nous donne le Darknet de ce point de vue? Il fournit des outils.
il fournit des outils, il fournit des bases de données. Le Darknet, c'est un marché. C'est-à-dire, par exemple, pour tout ce qui est carte bancaire, c'est l'endroit principal où vous allez acheter des numéros de carte bancaire qui ont été volés, que ce soit dans des magasins, grâce à des DAB piégés ou avec des distributeurs. Vous avez des endroits qui permettent de faire de la récolte d'informations et de numéros de carte bancaire et qui sont revendus. Vous avez, par exemple... j'ai envie de faire ça, je me procure sur le Darknet des numéros de carte bancaire. Exactement. Que je pourrais utiliser. Que vous pourrez utiliser. Alors, il faut aussi penser à une chose, c'est que ces numéros sont revendus par des gens qui les ont volés. Mais ils les revendent pas pour rien. C'est qu'ils vont vous demander de payer. Comme ça, la personne qui va prendre le risque de les utiliser, c'est vous. C'est pas eux. Oui, c'est pas eux. Ouais. Vous voyez, ils sont assez malins pour justement déléguer le risque. Parce qu'une fois que vous utilisez un moyen de paiement, il va falloir à un moment donné avoir l'objet en main. Oui, bien sûr. Donc quand vous avez l'objet en main, je vous assure que moi en tant que policier, c'est une des choses que j'ai fait assez souvent, c'est-à-dire qu'on attendait la livraison et à ce moment-là on interpellait la personne qui avait utilisé le numéro de carte bancaire volé. C'était logique. À partir de là, vous pouvez me dire je l'ai acheté en Darknet, et oui, mais tant pis. Le Darknet est un marché, ça c'est sûr. Et c'est un marché alors justement où on peut tout trouver. Enfin, est-ce que alors justement, vous en parlez dans votre livre, allez, telle ou telle personne animée des plus mauvaises intentions, très franchement, veut un tueur à gage, disant voilà, allez, moi je suis prêt à donner 50 000 $, et on sait que pour 50 000 $ ou euros, on trouve, hélas, des tueurs à gage. Je veux effectivement avoir des relations extrêmement sadomaso, etc. Je veux avoir des armes qui ne sont évidemment pas en vente libre, en tout cas pas chez nous. Et puis évidemment, ne parlons pas de la drogue et toutes les drogues. Le Darknet est organisé comme un gigantesque marché pour ce qu'on ne trouve pas légalement. Alors oui, c'est un marché, mais c'est un marché sans contrôle et sans possibilité de réclamation. Et donc oui. ça, mais c'est très important. C'est très important, c'est que notamment sur des substances comme les stupéfiants, ou même un autre marché, les drugs, c'est-à-dire les médicaments, c'est une grosse part du marché sur le Darknet. Le médicament. Le médicament. Ouais. Pour des tas de raisons, ça peut être soit des médicaments qui ne sont pas en vente dans le pays où vous vous trouvez, soit des produits qui vont être détournés de leur usage, par exemple, pour prendre de la masse musculaire, etc. Et un réel danger, justement, c'est les dangers un peu cachés du Darknet, c'est que on va acheter des substances qui vont finalement se trouver peut-être dangereuses parce qu'il n'y a pas de contrôle, que les dosages ne seront pas bons, que l'usage ne sera pas bon. En termes d'armes, effectivement, on peut trouver des armes, mais là encore, ça n'est pas aussi simple et aussi sans risque qu'on peut le penser. Pourtant, il y a un marché noir incroyable des armes. Donc il y a un marché, il existe. Avec la guerre russe-Ukraine et compagnie. Bien sûr, mais il y a toujours le problème de la livraison. Donc c'est ce que vous disiez, Pierre, c'est qu'à un moment, ce que vous achetez dans le Darknet va se retrouver dans le monde physique. Et dans le monde physique, vous avez les forces de l'ordre, vous avez les douanes qui vont intervenir, et donc c'est pas complètement sans risque. Pour justement cacher ces armes, elles vont par exemple être démontées et introduites dans différents objets pour les cacher, ou elles vont être par exemple, pour être moins détectables, on peut trouver des plans par exemple de fabrication d'armes, mais il y a on peut dire des hackers bienveillants, ce qu'on appelle les hackers éthiques, qui vont, enfin les white hats, qui vont... Les activistes, comme vous appelez. Non, les activistes, c'est autre chose. Qui vont, par exemple, fournir de faux plans de fabrication d'armes en 3D, justement pour que... inefficiente. Oui, et moi, c'est pas du tout une critique, mais vous, policiers et rechercheurs en cybercriminalité, effectivement, et heureusement, vous arrivez à attraper beaucoup de gens et beaucoup de coupables, et enfin des gens qui pratiquent cela, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a quand même un sacré trafic et marché noir d'armes, de drogue, etc. Enfin, il est là. Si ça ne marchait pas, le marché se serait épuisé. Or, c'est le contraire. En fait, il y a de la demande. À partir du moment où il y a de la demande, il y a de l'offre. Et alors, dans le Darknet, il faut quand même modérer un peu les choses. Et vous avez énormément de forces de police qui font de l'enquête dans tous les pays. Vous avez des unités qui sont spécialisées là-dedans et qui vont faire des recherches, qui ont des faux profils, qui tentent des pièges. Aux États-Unis, ils sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont vous tendre des pièges. Par exemple, les sites de tueurs à gages aux États-Unis sont souvent tenus par des agents fédéraux qui vous piègent en attendant que vous fassiez votre demande. Et au moment où vous donnez l'argent, et ben là, vous allez en prison.
Vous voyez, ils vont assez loin dans la provocation et la surveillance. Parce que nous, en France, on n'a absolument pas ça, puisqu'on est limité vraiment au coût d'achat en stupéfiants et à certaines livraisons avec les douanes. Donc c'est vraiment, on a un cadre beaucoup plus restrictif, mais ça n'empêche pas qu'on intervient énormément dans le darknet malgré tout. On va en parler, on va continuer à en parler, c'est passionnant avec vous après une petite pause supplémentaire. Merci. On revient tout de suite pour parler également on va dire une face blanche aussi du darknet. Restez avec nous. Pierre Benalba, Abigaël Penalba, auteur du Darknet. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une des choses très intéressantes de votre livre, le Darknet, le voyage qui fait peur, aux éditions Albin Michel, Pierre Penalba et Abigaël Penalba, c'est que vous dites, et ça c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce qu'on dit le Darknet c'est tout de suite effectivement l'enfer, ou enfin, qui n'est pas toujours pavé de bonnes intentions. Vous dites aussi que n'oubliez pas que dans une grosse partie du monde, dans une sacrée partie du monde, où il n'y a ni démocratie et où la censure s'exerce totalement, eh bien le Darknet fait office de liberté. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, aussi bien liberté d'expression que liberté d'information. Dans ces pays, justement, soumis à censure, on va avoir aussi bien une censure descendante qui va bloquer l'accès à l'information. Oui, une censure, Internet interdit, enfin... Voilà, Internet, les réseaux sociaux, qu'une censure montante qui va bloquer l'expression, notamment de forces d'opposition et aux forces au gouvernement en place. Et donc, les darknets vont permettre justement de libérer ce voie, c'est un petit peu une porte dérobée pour permettre à la fois l'accès à l'information et la possibilité de s'exprimer. Donc ça va prendre plusieurs formes. On a maintenant des médias mainstream et pas des moindres, notamment le New York Times, la BBC, qui sont désormais présents dans le Darknet, donc qui permettent d'avoir cet accès à une information libre. Et en même temps, il y a des systèmes notamment techniques qui ont été mis en place, comme SecureDrop, qui permet à des lanceurs d'alerte ou à des journalistes qui vivent dans ces pays de pouvoir déposer de façon complètement anonyme et sécure sinon, ils seront emprisonnés, des informations. etc., ouais. Donc ça marche dans les deux sens. Et vous avez aussi l'autre moyen d'utiliser les darknets, notamment Tor, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un moyen d'accéder au clear web, mais de façon sécurisée. Oui, mais alors justement, de ce point de vue-là, est-ce que vous savez, est-ce que c'est déjà très utilisé dans la partie du monde et dans les, hélas, encore trop nombreux pays où effectivement la censure, la dictature règne? C'est extrêmement utilisé, et pour preuve que c'est extrêmement utilisé, les autorités de ces pays-là cherchent à bloquer les nœuds d'entrée dans le Darknet. Par exemple, les Chinois sont spécialisés dans la chasse. Vous avez besoin d'avoir un nœud d'entrée, une sorte de serveur qui vous permet de rentrer dans le Darknet. Le nœud d'entrée, c'est le serveur. C'est le serveur qui vous permet de rentrer et qui va crypter vos données, enfin chiffrer vos données, et qui va vous offrir cette porte d'entrée. En fait, ils chassent ces nœuds-là pour éviter que leur population rentre dans... Et donc, il y a des moyens qui sont développé par l'association Tor pour justement permettre de contourner et ça existe. Mais ça veut dire que les États ont peur de ce moyen de connexion. Et c'est une chasse qui a lieu en permanence dans tous les États qui sont dictatoriaux, qui brident la liberté d'expression. C'est très intéressant parce que le navire fait eau de toutes parts, mais ils essayent de boucher les et ils emploient énormément de personnel pour faire ce genre de recherche. Oui. Très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Et alors, effectivement, ce Darknet, cette dénomination, vous avez dit, on en a parlé un peu, c'est un marché. Est-ce qu'on peut évaluer, au fond, que c'est un marché comme le net est un marché, comme tout est marché, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on a une idée, et justement on en a parlé hors antenne, on a une idée de la population et on a une idée de comment, effectivement, il n'y a pas d'annonce publicitaire, il n'y a pas de sponsor. En fait, ils se rémunèrent, les gens, sur les produits qu'ils vendent, produits illégaux, produits ou pas. C'est ça. Bien sûr. C'est un commerce en direct du produit. Un commerce en direct. En direct. Ouais. Et qui, effectivement, occupe une partie du dark web. Donc le darknet, c'est le moyen d'accès. Le dark web, c'est les contenus qu'on va trouver dans cet univers-là. Et on parlait avant de liberté d'information et d'expression. Cet accès au marché du dark web est
très minoritaire. C'est nous la partie qu'on envoie beaucoup en Occident, mais elle représente environ 10% du trafic. Dit, voilà. Et le reste est utilisé. Va être utilisé justement pour cet accès libre à l'information et puis aussi pour des choses extrêmement anodines. On va trouver pléthore de forums, d'informaticiens, de geeks qui échangent des contenus d'une neutralité très, très surprenante, quoi. En fait, c'est exactement les samizdat dans l'URSS, c'est exactement les libelles sous la monarchie ici, chez nous. C'est-à-dire, c'est en fait toute une littérature c'est clandestin, quelque part. Il y a la clandestinité, mais il y a la clandestinité qui permet l'accès à la liberté d'expression et à la liberté d'information, surtout. C'est ça. D'accord. Et alors, une chose que, justement, par rapport à ça, mais revenons alors à la partie dark du dark. Est-ce que c'est, franchement, vous en parlez, est-ce que ces fantasmes, tout ce côté, il y a eu, vous savez, énormément de... Je me rappelle d'un film d'Olivier Assayas, il y a eu d'autres films, etc., les snuff movies, les tortures, oui, vous cherchez les frissons assez, plus que malsains, etc. Franchement, d'après vos enquêtes, ce que vous avez regardé, c'est réel ou c'est pratiquement à 98% du fake ou du fabrication? La réponse est dans la question. C'est un marché. Donc l'idée, c'est d'avoir de la clientèle et la clientèle qui paye. Donc les snuff movies, Pierre pourra vous expliquer d'un point de vue technique. Je rappelle ce que c'est. Rappelez ce que c'est les snuff movies. Les snuff movies, c'est des films de personnes qui meurent en direct, voilà, qui sont torturées, ou alors des accidents ou des exécutions. Voilà, Donc les red rooms, ça va être la torture en direct, et les snuff movies, ça va être des vidéos. Il y a des contraintes techniques qui font que pouvoir diffuser en direct une torture qui va prendre un certain temps, c'est extrêmement peu plausible en direct. Donc par contre, ce qui est certain... Pourquoi peu plausible? Parce que les caméras, j'ai un truc... Parce qu'en fait, la connexion est extrêmement longue et lente sur la plupart des réseaux du Darknet. Le principe du Darknet, c'est d'avoir un empilement de connexions cachées. Et donc, il va falloir passer ces différents relais pour arriver à avoir... Et donc, avec on a à chaque fois un chiffrage différent. Donc, ça existe, hein, c'est possible que ça existe, mais c'est extrêmement peu répandu. Vous n'êtes pas tombé dessus, vous? Très franchement. Alors, on a eu une question d'éthique, c'est-à-dire que je vous parlais d'un commerce, donc il y a des produits d'appel. Les produits d'appel, ce sont des images fixes. Donc vous avez des images fixes. Pour pouvoir rentrer dans la Red Room, il va falloir payer. Et payer des sommes conséquentes. On l'indique dans le chapitre qui en parle dans le livre. Vous avez des degrés de $8 000. Voilà, pour avoir l'accès premium. Évidemment, ceux qui vont payer et qui n'auront pas satisfaction n'auront aucun endroit pour aller se plaindre. Et donc nous, on a refusé de payer pour mais ce qui est certain, c'est que d'un point de vue technique, c'est très peu probable. Par contre, ce qui est certain, c'est que le Darknet est le royaume de l'arnaque. Et qu'en jouant sur les faiblesses un petit peu de l'âme humaine, hein, donc ou les vices, ou les perversions. Voilà, je vous laisse le terme. Mais ça existe, ça existe que réellement de toute façon. Parce que nous, on a déjà démonté des réseaux à ce niveau-là, où vous avez des gens qui payent pour voir ce genre de choses. On le sait. On sait que ça existe. Oui, vous avez eu affaire à cela. J'ai eu affaire à ça dans une affaire sur la Côte d'Azur qui concernait des gens qui étaient à l'extérieur, enfin dans le monde entier. Mais on sait que ça existe, on l'a vu. Donc des gens qui payaient pour voir des enfants se faire violer. C'est quelque chose qui existe. Malheureusement, comment on peut avoir cette idée-là? Moi, j'ai interrogé des gens qui étaient auteurs de qui avaient visionné ces choses-là. Ils avaient une jouissance mentale impressionnante. Vous avez, moi en tant que policier, j'ai eu du mal à me contenir face à eux. Je comprends. Vous voyez, c'est extrêmement difficile à gérer. Non, mais moi je veux bien. Mais ça existe, les tordus. De ce point de vue, le mal existe. Il y a des gens qui jouissent. Enfin, le sadisme, c'est quoi? C'est ça. Des joueurs qui jouissent de la douleur des autres et qui rien qu'à la voir. Enfin bon. C'est terrible à dire, mais ça veut dire, comme vous dites, en fait, le marché permet tout, c'est l'offre et la demande. S'il y a demande, il y aura offre. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, alors justement, dans vos expériences, etc., quand vous dites que vous êtes sorti lessivé, en quoi êtes-vous sorti lessivé? Heureusement, vous avez très bonne mine, là. Mais quand vous dites lessivé, c'est de quelle façon? C'est d'être confronté en direct à l'abjection
de l'humanité. Quand on voit ce qui est proposé en termes de pédocriminalité, donc je ne vais pas là rentrer dans les détails, hein, on a dû choisir quelques extraits malheureusement pour en donner une idée aux lecteurs, et donc on avait un réel souci d'éthique. Dans quelle mesure ce qu'on faisait, ça n'était pas du simple voyeurisme facile. Et en fait non, nous notre souci, Pierre en tant que policier, moi j'ai une expérience d'enseignante, on est parents, on est grands-parents, c'est que ces contenus-là d'une violence extrême, et il faut savoir que quand il y a une production, une image, c'est que forcément il y a une production d'images. Ces unités de production, puisqu'on est vraiment dans un système commercial, ces unités de production sont très souvent des unités de production familiales. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien à l'étranger que en Occident, des familles dysfonctionnelles qui, pour diverses raisons, et ça va être des raisons financières souvent dans certains pays, vont donner en pâture leurs enfants. Et ça, notre souci, c'est qu'en montrant que ça existe, on le dénonce, mais avec l'espoir que peut-être ça va alerter tout un chacun, vous, votre voisin, sur ce qu'il peut y avoir dans son entourage. On a vu dans l'actualité très récente qu'il peut se passer des choses dans certaines familles où personne n'a alerté parce que personne n'était assez aux aguets. Et donc notre idée, c'est de montrer jusqu'à quel point ça peut aller dans l'abomination, mais que ces enfants-là existent, ils sont quelque part, et il y en a qui sont là autour de nous. Et donc l'idée, c'est vraiment d'alerter chacun pour pouvoir éventuellement y mettre un terme. Oui, c'est ce que vous dites. Il faut conscientiser les gens. Tout à fait. Existe et voilà. Et l'autre souhait qu'on a, vraiment le souci qu'on avait dans cette idée de prévention, c'est qui va regarder ces images. Il faut savoir que le Darknet, c'est un monde un peu fantasmé, hein, qui attire beaucoup de jeunes, notamment par le biais des chaînes YouTube. On a écrit un chapitre qui s'appelle Don't Feed the YouTuber. Beaucoup de chaînes YouTube rabattent des jeunes sur ce sujet du Darknet. Pourquoi ? Parce que les jeunes, bien sûr, les jeunes aiment à jouer, à se faire peur. Donc là, c'est un sujet qui marche très bien. Donc il y a toute une mise en scène avec des effets spéciaux, des lumières, des musiques, etc. Et donc on a des jeunes qui vont se retrouver sur le Darknet sans être avertis et qui vont être confrontés à des images, que ce soit pédocriminel ou de pornographie, d'une pornographie bestiale, hard, ce qu'on appelle le hardcore, c'est-à-dire c'est plus que du hardcore, c'est du hardcore, c'est-à-dire qu'on va blesser, on va blesser pendant l'acte sexuel, avec un double risque, d'une part un risque de traumatisme psychologique extrême. Il faut savoir déjà, quand même, la pornographie sur les enfants, on sait bien ce que sûr, ça donne. Mais faut savoir que les jeunes maintenant, les ados vont sur Internet très jeunes. Je parle d'Internet classique. Hein. À 10 ans, une grande majorité d'enfants a déjà vu un film porno. Certains à partir de 7-8 ans. Mais à 10-12 ans, ils sont tout à fait capables d'aller sur le Darknet. C'est pas très compliqué d'y aller. Et donc, premier risque, un risque psychologique d'être exposé à ces images-là. Deuxième risque, un risque à l'époque où se construit la sexualité de ces ados, d'imiter des comportements. Et dans ce qu'on voit sur le Darknet, ça va être une sexualité qui est toujours forcément beaucoup plus violente, avec une image de la femme très dégradante, avec des pratiques extrêmement violentes, avec le risque que ces jeunes-là soient tentés de reproduire ce type de relation. Donc un double risque psychologique et aussi un risque de... Déjà dans l'Internet classique, effectivement, ça pose des problèmes, et encore plus, effectivement, dans le reste... Mais à cette différence près, c'est qu'on est de plus en plus maintenant dans une démarche qui vise à protéger peu à peu. Il y a en ce moment une réflexion sur une législation à mettre en place pour bloquer justement l'accès à la pornographie des mineurs. Mais tout ce qui va être réglementé dans le ClearNet, dans l'Internet classique, va migrer peu à peu et est en train de migrer, a déjà migré dans le Darknet. Et donc en fait, ça déplace le problème. Tout le problème entre la technologie et l'éthique, vaste programme, ça n'existe depuis quelques siècles, ou voire quelques milliers d'années, mais voilà, on en est là. On va tout de suite et très vite, après cette petite pause, prendre des auditeurs. Oui, c'est à votre tour de témoigner. Dites-nous ce que vous pensez du Darknet. Est-ce que vous y êtes déjà allé, acheter des choses, lire des choses, voir des choses? Est-ce que vous êtes confronté justement à un problème de sécurité par rapport à vos enfants qui, eux, y sont allés? C'est dans quelques instants. 0826 300 300, hein, nous appeler. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Ala Oukili, qui sont ces voyageurs ou ces apprentis voyageurs, ces aspirants voyageurs dans le Darknet?
C'est d'abord Bruno de Limoges pour une question technique. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. madame. Bonjour madame, bonjour André Berkoff, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, les auditeurs et bonjour à vos invités. Vous me recevez bien là, ouais, ça va? Très bien, on vous écoute Bruno. Allez, c'est parti. Alors moi, vu que les informations du Darknet vont dans un sens et aussi dans un autre, il y a un émetteur et un récepteur au niveau de la personne. Serait-il possible, dès que les informations circulent de manière codée, eh bien on bloque ces informations codées, et dès que ça sent la communication codée, eh bien on repère les gens douteux qui se cachent pour faire des saloperies, trafic d'armes, de drogue, de médicaments et toute l'industrie, bon, la criminelle, du sexe, des meurtres, etc. Je crois que c'est les Anglais, ils ont bien décodé le code des Allemands pendant la guerre. Pourquoi ça serait pas... C'est les Anglais qui ont fait ça, je crois. Oui, absolument, c'est Fortitude, tout à fait. Ouais. Mais je comprends. Et vous dites, voilà, puisque c'est codé, on arrête et on décode. Ouais, dès que les informations sont codées, on dit, oh là, il y a quelque chose à faire, faut repérer. Oui, mais alors il y a le côté Pierre Benalba. Alors, techniquement c'est possible, mais c'est pas possible d'un autre côté parce que une information codée, ça veut dire qu'il va falloir décrypter tous les chiffrements qui sont faits sur les réseaux. Alors, pour vous donner un exemple, les Chinois essayent de le faire en ce moment, ça ne marche pas. Parce que vous avez des tonnes d'algorithmes qui permettent de faire du chiffrement, qui ne ressemblent pas à du chiffrement. Donc on ne peut pas faire ce genre de blocage. Et en plus, si vous empêchez les gens de pouvoir chiffrer leurs données, ça veut dire que vous empêchez quiconque d'avoir une vie privée. Vous ne pouvez plus avoir la moindre vie privée à partir du moment où vous vous connectez. C'est comme si vous dialoguez avec un talkie-walkie sur la radio et que tout le monde entend ce que vous faites en permanence. Parce que c'est sans chiffrage, c'est ce qui se passe. Vous allez donner vos numéros de carte bancaire sans chiffrage. Vos numéros de carte bancaire vont circuler librement. Donc le chiffrage est quelque chose qui est intégré déjà dans le clear web. Alors dans le dark web, c'est l'essence même du dark web. La règle, oui. Voilà, c'est la règle. Mais effectivement, c'est très liberticide. Il faut le rappeler de ce point de vue-là. Alors, notre auditeur ou auditrice. C'est Jean-Jacques de Bussy-Saint-Georges. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Je connaissais pas le Darknet. Je me demande comment, pas pour moi, mais par rapport aux enfants, s'ils ont accès assez facilement à ce réseau qui m'a l'air donc, d'après ce que m'expliquait la personne que j'ai eue avant vous, assez compliqué pour y accéder. Il me semble que ce n'est pas l'Internet classique. Alors, donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut un modem spécial? Est-ce que c'est des codes? Ils arrivent à télécharger des trucs pour y accéder? Enfin, ça bien sûr, bonne question. Écoutez Abigail ou Pierre qui répond. Oui. Abigail. Est-ce que c'est facile ou Hélas, pas? oui. C'est facile. Hélas, oui, c'est facile. C'est un navigateur qu'il faut télécharger, qu'on trouve sur le site de Tor, Tor Project. Donc on télécharge Tor Browser, qui est le navigateur dédié, et donc on y a un accès facile. C'est bien le problème. C'est à la portée en fait de tout le monde. C'est à la portée d'un ado de 9-10 ans, oui, bien sûr. D'accord. Et donc c'est un petit peu le problème par rapport aux parents, c'est peut-être le sens de votre question, c'est que d'un point de vue technologique, peut-être certains parents peuvent se sentir dépassés. Donc oui, c'est le cas. Mais votre rôle en tant que parent ou grand-parent ou éducateur, c'est justement un rôle qui va être plutôt dans l'éducation, dans la prévention. C'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, pour donner un petit peu les clés, donner une idée du contenu et l'idée que vraiment ce qui est absolument indispensable, c'est de prévenir en amorçant le dialogue, en mettant en place certains contrôles, mais de façon claire avec l'adolescent, et surtout en ayant une certaine bienveillance et en l'invitant à dialoguer et en l'avertissant des dangers qu'il peut courir. Bien sûr. Il n'y a pas moyen de bloquer ce navigateur par les Orange, SFR, Free, etc. Il y a des contrôles parentaux qui permettent de le faire, donc on peut les installer, mais sachez que si vous le bloquez sur le téléphone ou la tablette de votre enfant, il va aller le faire sur chez le copain. Il vaut mieux le laisser peut-être aller jeter un œil et être avec lui et en parler, en discuter et lui demander justement de rendre compte de ses impressions, mais l'interdiction totale ne marchera pas parce qu'il ira chercher l'information ailleurs. Oui, tout à fait. Merci. Donc le meilleur conseil que vous nous donnez, c'est de surveiller. Surveiller et dialoguer. Surveiller et dialoguer. Très important. Merci Jean-Jacques. On reçoit tout de suite Olivier du Val-de-Marne. Pardon. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Saint-André et bonjour à vos invités. Désolé hier de ne pas avoir été présent. J'ai le téléphone à Mais je sais que vous êtes infidèle en 2 mots. Donc, je voulais poser une question parce que c'est en relation avec une interview de Katia
Kopilova sur Livre Noir, un média sur lequel vous avez été interviewé, monsieur Berkoff. Et en fait, cette dame parle de 14 canons César qui ont été prélevés sur un contrat marocain. Donc la France a accepté de payer des pénalités, et sur ces 14 canons qui ont été livrés en Ukraine, il y en a un qui a été détruit et 2 qui ont été revendus par des Ukrainiens au marché noir. Je vais poser la question aux invités, est-ce que sur le dark web, ils ont vu de l'armement? Est-ce qu'ils ont vu de l'armement français? Parce que c'est d'actualité par rapport à ce qui se passe en Ukraine. D'accord. Est-ce qu'on vend des armements, et même des armements lourds, en fait, c'est ça? Français, absolument. Alors, dans le dark web tel que nous l'avons exploré, non, vous n'avez pas d'armement lourd c'est de l'armement léger. Quand on parle d'armement lourd, on rentre dans une autre catégorie de connexion avec du physique. Le dark web n'y est pas. Le dark web peut servir de moyen de mise en relation, mais pas pour ce genre de matériel, non. Alors, moi, une question que je voulais poser, c'est une question d'actualité, bien sûr. Vient de s'ouvrir le procès du terrible attentat de Nice du 14 juillet 2016. Et on est en train, ce matin, on projetait les vidéos, enfin des caméras, effectivement, de surveillance de la promenade des Anglais, de ce massacre. Il faut bien parler d'un massacre. Vous étiez en action J'étais en vacances au moment où ça s'est passé, et quand j'ai appris les faits, j'étais avec mon épouse, et on est rentré en urgence sur Nice, et je suis arrivé dans la nuit. Et donc, du coup, j'ai assisté aux constatations, à tout ce qui s'est passé au départ. Et comme j'ai une spécialisation, j'étais le chef d'unité cybercrime, on m'a confié la tâche de récupérer tout ce qui était vidéo. Donc, j'ai récupéré les vidéos de la centrale de la police municipale et les vidéos dans les téléphones des particuliers. Oui, et ça devait être assez terrible, enfin même terrible, dramatique. Écoutez, oui. Le problème, c'est que j'ai toujours du mal à en parler parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous avez face à vous des gens qui sont en train de se filmer, qui sont en train de vivre la joie qu'on peut vivre quand on est dans un événement festif. Et vous êtes avec votre famille, vos enfants, et d'un seul coup, il y a la mort qui arrive. Et c'est quelque chose qui est terrible parce que nous on a vécu ça avec mon équipe, on a vécu ça à de multiples reprises parce qu'on était obligé de visionner les vidéos de ces gens, pas que la vidéo de la vidéosurveillance. Je ne sais pas si vous avez vu les interviews des avocats qui ont vu la vidéosurveillance, ça leur a fait vraiment mal de voir ça les a choqués, même s'ils pensent que c'est indispensable que certains les voient. Les familles ont besoin de le voir, c'est vrai, mais les vidéos personnelles qui ont été filmées par les gens qui ont été des fois heurtés directement ou qui ont le camion qui leur est passé juste à côté et qui ont vu leur famille fauchée et qui ont filmé ça en direct. Et nous, on a été obligés de le voir des centaines de fois pour déterminer s'il n'y avait pas éventuellement des complices, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. En tout cas, vous réagissez très bien, ce n'est pas lié, mais avec ce Darknet, en expliquant ce qui est sombre, mais ce qui est aussi lumière. Et ce qui est lumière, c'est la possibilité de liberté, ne l'oublions jamais. Liberté, notre oxygène de vie. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup Pierre Penalba. Vous êtes ex-commandant du service de lutte contre la cybercriminalité de Nice, et Abigaël Penalba, enseignante et formatrice. Tous deux, vous nous avez donc présenté Darknet, le voyage qui fait peur, aux éditions Albin Michel. Du fantasme à la réalité, c'est important. Et du fantasme à la réalité, peut-être que dans pas longtemps, on vous recevra pour le Dark Metaverse. Nous verrons bien. En tout cas, Berkoff dans tous ses états, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur YouTube ou en podcast sur notre site sudradio.fr. Demain, de 12h30 à 14h, nous serons de retour, mais avec la culture dans tous ses états et une invitée d'exception qui fête sa 30e année littéraire et publie son 31e roman. C'est Amélie Nothomb qui sera l'invitée donc de Céline Alonso et André Berkoff pour le livre des sœurs. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie qui reçoit Fabrice Bach pour rallumer la flamme entre un homme et une femme. C'est tout pour nous. Merci.